Alors d'abord, j'ai 15 minutes, alors je vais juste mettre ça. Je dois dire que c'est un grand honneur et un privilège pour moi de pouvoir parler ici à la cérémonie de clôture de la 9e conférence Afro-VIH. J'ai dû manquer beaucoup de sessions, alors j'espère que je ne vais pas répéter trop ce que vous avez déjà vu. On commence d'abord avec juste un petit mot au début. Alors, dans l'Économiste, la semaine passée, ils ont dit que les pays francophones contribuaient 8,4% du PIB global. Une projection pour 2050 voit 700 millions francophones dans le monde, 80% de ceux-ci en Afrique. Le président Macron vise le français comme la 3e langue parlée au monde au lieu du 5e. Et moi, je veux juste dire, je suis anglophone, mais je suis francophile. Alors, s'il vous plaît, excusez mes fautes. Alors, on m'a demandé de parler de VIH et les hépatites au cœur de la problématique de la sexualité féminine, mais je trouve que le titre est problématique. Je le comprends vraiment pas. Alors, ce que je voulais dire, plutôt, vous parlez du niveau d'activité sexuelle des femmes vivant avec le VIH, les facteurs influençant l'expression sexuelle chez les femmes vivant avec le VIH, et ensuite comprendre la satisfaction des femmes avec leur vie sexuelle à l'ère de U égale U. Alors, l'ONU-SIDA a sorti ce document « When Women Lead, Change Happens », quand les femmes mènent, le changement se produit. En 2015, 18,6 millions de femmes et de filles vivaient avec le VIH. 1 million de femmes et de filles ont contracté le VIH dans cette année. 470 000 femmes et filles sont décédées des maladies reliées au sida. Et seuls 30% des pays comptent autant de filles que de garçons dans les écoles secondaires de 2e cycle. En Afrique centrale et occidentale, seule une jeune femme sur 3 entre 15 et 24 ans déclare pouvoir prendre elle-même ses propres décisions en matière de soins de santé. Au Botswana, il a été démontré que chaque année scolaire supplémentaire réduise le risque d'infection au VIH de 11,6% chez les filles. Alors, où vivent les femmes avec le VIH en Afrique? En Afrique centrale et occidentale, on voit que la Nigeria est vraiment le plus touché. Après ça, c'est le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Ghana. Ça, c'est des 5 pays les plus touchés. Ensuite, quand on regarde l'Afrique orientale et australe, on voit que l'Afrique du Sud a plus de 4 millions de femmes vivant avec le VIH. Ensuite, c'est le Mozambique, le Kenya, le Zimbabwe et la Tanzanie. Alors, on remarque globalement un déclin très important dans les décès depuis 2004 à peu près. Et comme on voit à droite, ce déclin est beaucoup plus marqué chez les femmes. Ceci est probablement au fait que les femmes se font tester plus souvent que les hommes et suivent un traitement antirétroviraux, débutant souvent dans la grossesse. Et enfin, en 2016, environ 76% des femmes enceintes vivant avec le VIH avaient accès à des médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH à leur bébé. Alors, il y a aussi, l'OMS a sorti une stratégie globale, vous en avez parlé cette semaine, je suis sûre, qui vise la réduction de l'incidence de la mortalité des hépatites et l'augmentation d'accès aux seringues stériles, la connaissance du statut et un cible de 80% de personnes traitées avant 2030. Ça, c'est beaucoup. La co-infection est très importante du point de vue de comorbidité. Parmi les 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH en 2015, environ 2,7 millions avaient une infection chronique par le VIH-B et 2,3 millions infections par le VIH-C. Et comme vous avez sans doute discuté, ces maladies de foie c'est une cause majeure de morbidité et mortalité parmi ceux qui vivent avec le VIH et sont co-infectés par l'hépatite virale. Et on pense tous qu'ils devraient être diagnostiqués et fournis avec un traitement approprié et efficace.
Alors, cette carte, vous l'avez probablement vue, mais je voulais juste montrer qu'à peu près 1/5 des gens vivant avec l'hépatite B et C dans le monde vivent en Afrique, 70 millions de personnes. Et là, je vais parler un tout petit peu maintenant, on va regarder la sexualité. On commence avec les couples sérodifférents en Afrique subsaharienne. Ça, c'est des données de plusieurs études. Au moins la moitié des personnes vivant avec le VIH est dans une relation stable avec un partenaire séronégatif. Souvent, les gens pensent, moi je suis positive, alors mon partenaire est probablement positif. Des estimés populationnels de sérodiscordance ont varié entre 2% au Rwanda à 13% à Zimbabwe et Lesotho, selon les Demographic Health Surveys. Les hommes et les femmes ont la même probabilité d'être le cas index ou séropositif dans un couple hétérosexuel sérodifférent. Et quand un couple se fait tester ensemble, la divulgation est facilitée avec moins de blâme et avec référence plus rapide au traitement et maintenant au PrEP, on espère, réduisant l'incidence. Alors, on va parler un tout petit peu du niveau d'activité sexuelle des femmes vivant avec le VIH. D'abord, je commence avec une étude qu'on a faite il y a longtemps, en 1996 à Montréal, qui a démontré que 68% des femmes montréalaises vivant avec le VIH ont eu des relations sexuelles après leur diagnostic. Et 48 de ces femmes, 44% de celles qui ont commencé, c'était en dedans d'un mois. Cependant, la grosse majorité, 84%, ont passé par une période d'ajustement sexuel, médiane de 8,5 mois, et même il y en avait qui étaient toujours dans cette période d'ajustement. La satisfaction sexuelle, le désir, les fréquences, les orgasmes a baissé post-test et puis a remonté tout doucement. Mais c'était une population très, très, très diverse, avec plus ou moins de contrôle sur les décisions sexuelles. 20 ans plus tard, on voit cette étude, une grande étude qui était faite au Mali, Maroc, République démocratique du Congo, Roumanie et Équateur. Et 33% ont rapporté avoir cessé des relations sexuelles, mais presque 2 fois plus de femmes que d'hommes ont rapporté avoir cessé des relations sexuelles. Et pour les femmes, les facteurs associés, c'était l'âge plus avancé, ne pas être en couple, ayant appris leur statut plus récemment, et ayant besoin d'aide pour divulguer leur statut. Elles anticipaient des conséquences sociales plus fortes. Elles n'avaient pas eu encore des discussions au sujet du VIH avec leur partenaire. Celles qui avaient déjà eu ces discussions trouvaient ça plus facile et elles avaient des sentiments de solitude. Alors, il y a beaucoup de choses, mais vraiment, c'est assez négatif ce qu'on trouve dans la littérature. Là, ça, c'est les déterminants de qualité de vie des femmes vivant avec le VIH à Londres, les Africaines. Ça, c'est aux États-Unis, les expériences traumatiques des femmes vivant avec le VIH. Au Brésil, encore, les problèmes de sexualité. Et on commence tout doucement maintenant à voir dans la littérature les gens qui se sont infectés en tant que bébés, maintenant deviennent actifs sexuellement et quelles sont leurs problématiques avec la sexualité. On a le stigme, le multiproblématique. Ça, c'est aux États-Unis. En Europe, on a l'expérience des femmes vivant avec le VIH en France, qui viennent d'Afrique. Et puis, on a aussi dans la littérature l'expérience des lesbiennes en Afrique du Sud. Alors, il y a, en Europe, par exemple, on trouve que la dépression, l'irritation, l'anxiété sont tous associés avec une baisse de fonctionnement sexuel modéré ou sévère depuis le diagnostic. Au Botswana, c'est vraiment, le VIH agit comme une barrière à l'accomplissement personnel et social. La construction sociétale de la femme en tant que conjointe et mère fait en sorte qu'il y a la peur, la honte et le stigme. Et là, on ajoute l'âge, les relations sexuelles plus protégées chez les femmes plus âgées, mais des défis de stigme, de négociation du préservatif et de l'agisme. Alors, comprendre la satisfaction des femmes dans l'ère de U égale U. Je voulais juste vous présenter
quelques données du Canada. On a une cohorte au Canada. On commençait avec l'idée de, les gens le voient comme un danger, l'expression sexuelle. On pense au sexe si sécuritaire qu'on ne ressent rien du tout. Et puis on dit, pourquoi pas exprimer un message urgent, sexy, puissant et ouvert au sujet des femmes vivant avec le VIH et la sexualité, comme celle qui est tissée là à gauche. Alors, ça c'est l'équipe de la cohorte canadienne. Et les circonstances sociales des femmes qui sont dans la cohorte, à peu près 4% c'est des femmes trans, 12 à peu près sont lesbiennes queer. La ethnicité, on a à peu près un tiers africain de Caraïbes ou noirs. C'est des femmes assez pauvres, c'est des femmes plus âgées, 42 ans et l'âge médian. Elles connaissent leur statut depuis en médiane 10-11 ans. Elles ont eu l'expérience de dépression, expérience de violence, mais elles prennent leurs médicaments antirétroviraux. 80% ont une charge virale non détectable. Et presque plus de 2 tiers ont parlé à leur médecin de l'impact du traitement pour la prévention et la non-transmissibilité. Mais quand on regarde le type de partenariat qu'ils ont, presque la moitié n'ont pas de partenariat. 9% partenariat mais sans relation sexuelle. 15% avec des partenariats à court terme, long-term pas heureuses, relations sexuelles, et 23% dans un long-term heureuse relation. Et quand on regarde les prédicteurs de la satisfaction, bien sûr, long-term heureuse relation, c'est très important comme prédicteur d'être complètement très et raisonnablement satisfaite. Les femmes qui sont moins déprimées, moins d'expériences de violence, qui sont plus éduquées, plus âgées, moins de stigma, qui ont parlé à leur médecin, ça, c'est des femmes qui ont plus de satisfaction. Alors, les conclusions de la cohorte canadienne, c'est que beaucoup de femmes vivant avec le VIH peuvent et ont une vie sexuelle active, satisfaisante et agréable. Pourtant, l'accès à la satisfaction sexuelle et au plaisir est inégal chez les femmes de notre cohorte. Et la conclusion, c'est que les femmes vivant partout au monde avec le VIH peuvent bénéficier d'interventions visant à réduire les inégalités, promouvoir la sexualité et l'éducation au sujet du VIH et adresser les obstacles structurels et sociaux au plaisir. Alors, juste vous rappeler qu'en fin de compte, ma santé, mes droits, c'était le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le droit de prendre ses propres décisions concernant sa santé et le droit d'être traité avec respect et dignité et sans discrimination, ça c'est le droit. Alors je pense pas que j'ai beaucoup de temps pour aller dans les études qui ont été faites pour justifier justement le U égale U. Il y a toute une grande campagne, comme vous le savez, based on #Science Not Stigma. Publié Lancet, Washington Post, CDC et beaucoup de publicités, y compris Tony Fauci, qui dit « The science really does verify and validate U égale U ». Alors, je voulais dire que je trouve en France, vous menez avec des images très, très positives. HIV-positive people on treatment have a lot to pass on, but not HIV. This is Pauline, the diving instructor. Les séropositifs sous traitement ont beaucoup de choses à nous transmettre, mais pas le virus du sida. Ça, c'est Thomas, le premier prix du conservatoire. Et je finis avec juste une petite annonce pour Interest, qui est à Kigali dans un mois. Merci.